Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouvel apéro-code de Move to Cloud. Bienvenue à ceux qui sont déjà présents. On va un tout petit peu attendre les retardataires. Quelques secondes, hein, je préfère vous prévenir là-dessus. On va commencer à l'heure. Et entamer après ce 40-45 minutes, on va essayer, hein, Francis, de tenir. Exactement. Sur cet apéro-code qui a pour but et pour objectif de vous présenter l'offre, entre autres Move to Cloud, mais surtout de bien réfléchir sur la migration de vos infrastructures sur le cloud. Donc, on va attendre encore quelques petites secondes. J'espère que tout va bien pour toi, Francis. Tout va bien pour le moment. Ouais, bah voilà, un beau début de journée. Bon, bah, très bien. Très bien. J'ai l'impression que tout le monde arrive là d'un coup. Je ferai une petite dédicace aux réparateurs d'imprimantes. Je ne savais pas qu'on avait, voilà. C'est ça. On avait ce profil chez nous. C'est nouveau. Attends. Hop, quelques secondes. Voilà, tout le monde arrive, c'est parfait. Bonjour, monsieur le réparateur. Bonjour à tout le monde. N'hésitez pas, je vais en parler juste après, mais n'hésitez pas effectivement à utiliser le chat qui est mis à votre disposition. Ça va être un peu notre moyen d'échange sur cet apéro-code, entre autres. Bien le bonjour Mathias, bonjour à toi Sylvie, Delphine, mes respects du matin. C'est parfait, tout le monde se connecte. Écoute, il est 32, je te propose de commencer. Pas de problème, pas de problème. C'est parti. On a même notre président directeur général préféré qui est présent. Donc, un peu de pression sur toi, Francis, là. Hein, non, relax. On va faire ça comme convenu, Rémi. On va faire ça en mode relax. Exactement, comme c'est l'objectif de nos apéro-codes. On commence, donc on va vous présenter aujourd'hui effectivement un nouvel apéro-code en présence de moi-même et de Francis. Donc, voilà. Donc, Francis, si tu pouvais te présenter succinctement. Voilà, donc moi je suis architecte solution chez Sedona depuis maintenant 5 ans. Ma spécialité principalement, ça va être du Liferay et du cloud. Donc au final, voilà, c'est pour ça qu'on m'a confié la responsabilité de cette offre Move to Cloud qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc vas-y Rémi. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, Francis, c'est que tu as animé aussi des apéro-codes déjà, et notamment oui, sur la partie cloud, hein, c'est important de le signaler. D'ailleurs, je vous encourage à aller sur la chaîne YouTube, je vais en parler juste après, de Sedona, où vous allez retrouver à peu près une vingtaine d'apéro-codes, dont celui effectivement de Francis et d'autres provenant de nos architectes techniques au sein de Sedona. Moi, rapidement, je m'appelle Rémi, je m'occupe de la partie avant-vente business chez Sedona et également de l'innovation, et j'interviens aux côtés notamment de Francis pour aller interpeller nos clients sur les problématiques de cloud, notamment, et puis d'autres typologies d'applicatifs. Alors, ce qu'on va vous faire, c'est vous présenter rapidement Sedona. Alors, on a encore plus la pression puisque notre public est présent aujourd'hui. Sedona, rapidement, c'est une ESN qui est spécialiste dans nouvelles technologies depuis maintenant plus de 24 ans. C'est plus de 200 consultants dans le monde, essentiellement en France, avec 3 bureaux à Paris, Lyon et Toulon, et puis 2 agences à l'international, à Genève, plus précisément à Nyon, et également à Hong Kong. Notre objectif, c'est de vous accompagner, bien entendu, sur la réalisation de vos projets, que ce soit des projets mobiles ou des projets web, avec toujours cette petite pincée d'expérience utilisateur qui est très importante pour nous. Hein. Tu le sais, Francis, hein, systématiquement, dans toutes nos applications, on fait intervenir notre équipe digitale spécialisée dans l'UI et l'UX. Et on vous accompagne également, et c'est la teneur de notre sujet d'aujourd'hui, sur toute la partie aussi cloud, puisqu'on a monté une expertise cloud depuis quelques années maintenant au sein de Sedona. Et l'offre Move to Cloud fait partie de cette mouvance. Voilà, pour préciser un peu plus, ce qu'on fait sur le cloud, donc depuis 2018, on a un pôle cloud chez nous, donc avec plusieurs équipes, une grosse équipe, plein de gens certifiés sur les 3 plus gros clouds publics, donc que sont Amazon, Microsoft et Google.
Voilà, on a plein de projets sur les différentes plateformes et voilà. Donc ça, là, l'objectif, c'est de vous parler un peu de notre expérience, de nos retours d'expérience sur différents projets et ce qu'on en a tiré pour justement vous proposer une offre Move to Cloud. Merci Francis. Alors pour enchaîner sur cet apérocode, pour les nouveaux, l'apérocode chez Sedona, ça a quelques années maintenant, c'est un moyen d'échange. C'est vraiment un dialogue qui va s'effectuer entre moi et Francis, mais également avec vous. C'est pour ça qu'on vous a laissé des outils interactifs qui vont vous permettre d'échanger et puis de préciser ou de poser des questions pendant tout le live. Donc n'hésitez pas, vous avez trois onglets, vous avez le chat qui vous permet d'échanger, là vous le faites déjà, je le vois. On va vous envoyer aussi quelques petits sondages qui sont intéressants puisque ça va nous permettre d'affiner un petit peu aussi notre discours par rapport à la teneur de ces sondages. Et puis n'hésitez pas aussi à poser des questions dans l'onglet qui est associé sur l'outil. Et pour rappel, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'ensemble déjà de cet événement sera mis sur le replay, donc sur la chaîne YouTube de Sedona, et vous allez retrouver une vingtaine d'apérocodes déjà présents, et notamment des sujets aussi techniques svelte, des sujets sur le reverse engineering ou sur la domotique. On a d'autres formats également, Francis, hein, que je vous invite à suivre également sur notre chaîne YouTube. C'est le Dijocode. Alors, Dijocode, c'est un apérocode, vous imaginez bien, mais en version encore un peu plus décontractée. Et le premier que nous avons réalisé, s'est effectué il y a 3 semaines, avec notamment Mathieu, le responsable front au sein de Sedona, et qui portait sur le CMS Headless. Donc, je vous invite à le voir. C'est intéressant de voir des outils comme Directus ou Strapi dans ce cadre-là. On fait également des apéro friends. Ça veut dire quoi, friends? C'est nos partenaires. Donc, on essaie de mettre en avant aussi leur technologie et notre technologie. Et par la même occasion, Elastic nous a accompagnés pour présenter les nouveautés d'Elasticsearch. Et enfin, la troisième personne qui est un peu pâle sur l'écran vous présente une chaîne dédiée à l'innovation. Et le premier sujet était lié à Lob, qui est l'outil de machine learning de Microsoft. Donc, n'hésitez pas, vous voyez en bas, à vous connecter sur nos réseaux sociaux, sur Twitter ou sur notre chaîne YouTube. Rentrons maintenant un peu plus dans le sujet, Francis. Oui, donc pour rentrer dans le sujet, je vous propose de parcourir rapidement quelques facts sur le cloud, sur ce qui se passe en ce moment sur le marché en cette année 2022. Donc par exemple, au niveau des parts de marché, donc là c'est sur le 4e trimestre 2021, on voit que clairement, comme je vous disais tout à l'heure, donc les trois plus grosses parts de marché sont récupérées par les clouds publics, donc que sont AWS, Azure et GCP. C'est clairement eux qui dirigent tout ce qui concerne le cloud public. Donc ça va être principalement du PaaS et du IaaS. Mais vous avez également des plateformes qui sont en mode SaaS, comme aussi bien chez Microsoft ou par exemple ici Salesforce, qui permettent donc d'utiliser leurs services directement sans avoir à récupérer des services plus bas niveau. Donc voilà, ça c'est sur le monde par contre. Donc au niveau des stats, là ce sont des stats mondiales. Sur les stats plus concernant la France, on a à peu près la même chose, sauf qu'on va avoir des acteurs français supplémentaires comme Orange ou OVH Cloud, par exemple. Francis, tu parles beaucoup avec des acronymes. Ouais. Très rapidement, IaaS, SaaS, PaaS, vraiment très rapidement. Alors vraiment rapidement, IaaS, Infrastructure as a Service, là l'idée c'est de récupérer juste des machines comme dans votre data center, mais fournies par le provider. Donc après il faut installer son soft et le configurer et le manager soi-même. PaaS, Platform as a Service, on récupère par exemple une base de données managée par le cloud provider et donc on ne met que sa data ou on configure juste la base et voilà, c'est réglé. SaaS, Software as a Service, vous avez par exemple l'exemple d'Office 365, vous avez besoin d'un outil de présentation, vous avez PowerPoint, il est fourni, il est toujours à jour, il est géré par le provider, vous n'avez rien à configurer, rien à maintenir, vous utilisez juste le soft, tout simplement. Ok, donc dans les chiffres que tu indiques, c'est pas biaisé, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais effectivement, si on intègre les solutions Office 365 ou Google dans cette notion de cloud, on voit pourquoi Azure est bien placé, pourquoi GCP également. Exactement. Okay. Exactement.
Pour continuer sur des facts, ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette année 2022, la plupart du temps sur des grosses entreprises, la migration vers le cloud fait partie des priorités. Ce qu'elles s'attendent, c'est que cette migration se fasse relativement rapidement, parce qu'au final, elles pensent que leurs migrations peuvent être migrées en moins de 3 mois. La plupart des sociétés, donc ça c'est en Europe, donc 75% des sociétés pensent quand elles utilisent le cloud, elles l'utilisent principalement pour stocker de l'information. Donc quand je dis stocker, ça va être aussi bien des stockages de documents que utilisation de bases de données managées, etc. Donc ça va être vraiment toute la partie data. Pour revenir plus à des entreprises un peu plus petites, au niveau des PME, donc la principale utilisation du cloud, ce qui va se retrouver, ça va être des softs de comptabilité en mode SaaS. A contrario, par exemple, sur les grosses sociétés, ça va être plutôt des outils de CRM en mode SaaS. Donc ça montre un peu la tendance en Europe, c'est assez marrant. Donc voilà. On s'attend pas à ça, effectivement, de se dire que on considère qu'on migre vers le cloud des espaces de stockage. Tout à fait. Bah, principalement pour ça. C'est au moins la première utilisation qui en est faite du cloud. Ok, intéressant. Au final, pourquoi les entreprises souhaitent migrer vers le cloud? Tout bonnement parce que bah voilà, il y a des enjeux business qui évoluent. Vous allez avoir des pressions au niveau des métiers, donc ça va être de s'adapter par rapport à ce qui se passe actuellement sur le marché. Vous allez avoir maintenant des pics d'affluence ou pouvoir gérer son infrastructure par rapport à l'affluence actuelle de votre soft. Vous allez vouloir mettre à jour plus rapidement et améliorer plus rapidement votre logiciel. Donc ça va être, comme je dis, de gagner en agilité, en réactivité, en flexibilité et de réduire d'avancer le time to market pour pouvoir sortir plus rapidement vos nouvelles features. Au passage, comme beaucoup de services sont gérés dans le cloud et que la plupart du temps ce sont des services assez modernes, on va dire, c'est de profiter aussi de ces services-là et de pouvoir moderniser son infrastructure. Autre chose qui est intéressant dans le cloud, c'est que dès que vous passez dans le cloud, vous avez la possibilité aussi d'avoir une couverture mondiale rapidement sans avoir à faire beaucoup plus de choses. Donc quand on parlait par exemple de l'espace de stockage, si vous avez une base de données dans le cloud, le fait de l'avoir dans le cloud dans un service managé, par exemple, vous pouvez en quelques clics dire que vous avez une réplication qui se fait sur une autre zone géographique. Au cas où il se passe quelque chose, par exemple en Europe, bah, vos données sont encore disponibles, sauf qu'ils proviennent cette fois de l'Asie. Donc voilà, ça ce sont les principales raisons de migrer dans le cloud. Après, entre nous, Francis, excuse-moi, est-ce que vraiment dans les clients qu'on a rencontrés, dans les arguments que viennent d'être spécifiés, oui. On les retrouve tous, ces arguments. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, j'allais dire, actuels, notamment la direction nous a imposé de migrer. On a cette obligation parce qu'on arrive au bout d'une licence. Ça arrive également. Ça arrive également. La plupart du temps, il y a quand même une certaine motivation, que ce soit une motivation financière ou une motivation au niveau du métier. Un peu moins au niveau de la technique. Donc de vouloir migrer pour s'améliorer, pour on va dire réduire sa dette technique, c'est un peu moins driven que de dire voilà, on veut réduire les coûts de notre exploitation de notre plateforme. Ok. À contrario, donc comme je disais, donc les freins à la migration, ça va être principalement la compréhension du cloud. Donc comment les dirigeants perçoivent le cloud. Qu'est-ce que c'est le cloud? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne la sécurité dans le cloud? Donc avec notamment la confidentialité des données. On sait généralement que dans les mythes du cloud, c'est que économiquement, c'est moins cher que d'avoir les choses chez soi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup de cas, oui, mais il y a quand même certaines étapes à respecter pour pouvoir en profiter réellement. Il y a forcément l'investissement initial à faire pour pouvoir justement
changer et améliorer son organisation interne et ses équipes internes. Donc, de dire, bah voilà, on forme nos équipes, on forme des équipes supplémentaires, on recrute des experts pour nous aider pour nous assister à migrer vers le cloud, par exemple. Donc, ce sont des choses qui vont freiner, puisqu'au final, bah, ce sont des coûts supplémentaires qui n'ont pas forcément été prévus initialement. Par contre, ce que nous, on a quand même noté aussi, et tu l'as mis en premier, c'est compréhension des dirigeants des enjeux du cloud. C'est quand même quelque chose qui est très prégnant parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de mythes, tu l'as dit, autour du cloud, autour des possibilités, autour des économies possibles ou pas. Tout à fait. Et c'est la première chose qu'on a, nous, quand tu vas évoquer notre offre, c'est comment aussi convaincre ou comment donner les billes, et j'allais dire tous les tenants, les aboutissants aux dirigeants pour comprendre l'enjeu pour lui de basculer sur le cloud. Tout à fait. Ce qu'il faut noter également, c'est qu'il n'y a pas que des freins internes, hein, donc pas des freins inhérents à la société. Il y a aussi des facteurs externes. Donc, bah, par exemple, récemment, on a eu la situation de Covid qui a ralenti un peu, bah, forcément, qui a fait baisser les enveloppes budgétaires et donc, bah, forcément, a ralenti, voire réduit complètement la migration vers le cloud. Et vous avez également, bah, avec justement le Covid, bah, ce qui en suit, donc la pénurie de composants. Donc, pareil, bah, les cloud providers s'en retrouvent aussi également impactés, puisqu'au final, ils doivent également équiper leur data center pour pouvoir justement vous fournir leurs services. Et s'ils ne peuvent pas s'équiper, bah, ils vont vous fournir un service un peu plus réduit. Donc voilà, ça arrive également, il faut le garder en tête. Ils sont comme vous, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de matériel. Sauf que voilà, ils vous cachent tout ça, mais c'est toujours là. On a eu déjà des clients comme ça, Francis, ou ça nous est arrivé même récemment de voir que, par exemple, une partie de notre infrastructure interne chez Sedona et chez OVH Cloud, et il nous est arrivé de demander des volumes de stockage plus importants et d'avoir eu comme réponse que actuellement il n'y a pas assez d'espace de stockage et qu'ils sont en attente parce qu'ils sont en train de commander du matériel. Ah oui, effectivement. D'accord. Okay. Donc voilà, ça nous est arrivé même à nous. D'accord. Donc, ça peut influencer aussi le planning de migration possible sur le cloud. Ok, très bien. Donc, maintenant, on va revenir à quelque chose de plus, on va dire un peu plus concret que ces facts. L'objectif là de cette présentation, c'est de vous faire 2 retours d'expérience sur ce qu'on a vécu chez Sedona auprès de 2 clients. Pour que vous puissiez voir vraiment donc ces 2 clients qui ont deux approches totalement opposées, et ça vous permet de voir un peu la différence, ce qu'il en a résulté et ce que nous on en a tiré comme intérêt. Le premier client, on va l'appeler le client YOLO. Donc voilà, donc excusez-nous du terme, mais voilà, c'était une façon on va dire de dire que le client était peut-être un peu inconscient, mais il existe réellement, hein, je vous rassure. C'est un client qui est dans le secteur bancaire, donc comme on est sous NDA, on peut pas vous dire le nom, mais voilà, il a un parc applicatif d'une 30aine d'applications qui souhaite migrer. Il souhaite que tout soit migré tel quel. Donc l'application sera juste transposée dans le cloud, tout simplement. Il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de modification de l'application actuelle. Francis, sur les types d'applications, c'est de quel genre? Il y a un peu de tout? Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Il y avait des applications vraiment avec des technologies très très dépréciées. D'accord. Comme il y avait des applications plus récentes, type microservices, qui étaient développées. Donc voilà, donc il y a vraiment de tout. C'est un mélange. C'est vraiment un parc très hétérogène. D'accord. Ce qu'avait prévu le client à l'origine, c'est que toute la migration de ces 30 applications se fasse sur 3 ans. Et voilà, donc nous, dans ce cas de figure, donc on n'est pas intervenu en amont, on n'a rien fait du tout. Tout ce qu'on a fait, c'était d'avoir des gens tout simplement en régie chez ce client-là. D'où la possibilité d'avoir ce retour d'expérience sur ce client. Alors Francis, là, il y a quelqu'un, Sébastien C, oui, sur le chat, qui explique
qu'il parle de lift and shift. Est-ce que c'est des termes qu'on utilise souvent dans la migration cloud? Oui. On a plusieurs termes comme ça, notamment les CICR ou le lift and shift qu'on utilise souvent. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard, puisqu'au final, on a une slide spécifique pour ça. Donc voilà, j'invite Monsieur Sébastien C à attendre-les un peu et il aura justement cette présentation. Parfait. Donc là, est-ce que c'est un peu, on entend souvent la notion de Big Bang. Est-ce que c'est d'un coup, ils ont voulu tout migrer? D'accord. C'est exactement ça. Donc ce qui s'est passé au final, c'est que 5 ans après le début de la migration n'était toujours pas finie. Voilà. Donc il y avait seulement une partie des applications qui ont été migrées. Il y a eu beaucoup de problèmes techniques qui ont été rencontrés, notamment le fait de migrer des applications, par exemple, qui dépendent d'un service de base de données en cluster qui n'a pas été migré dans le cloud. Donc, c'est-à-dire de faire des liaisons entre le cloud vers le data center du client. Quand le service est migré, il faut reconfigurer le service pour qu'il aille pointer vers le cloud, vers la nouvelle base en cloud. Et surtout, de faire des réplications de données vers le cloud ou dans l'autre sens, etc. Donc, beaucoup de problèmes. Donc voilà, on a eu également des problèmes sur des applis très vieilles. Donc forcément, les migrer sur le cloud, le problème qu'on va avoir, ça va être de garder des vieilles technologies. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, quand on prend des VM chez Amazon ou chez Microsoft, généralement les VM sont généralement à jour. On vous propose rarement si vous aviez quelque chose qui tournait sur une une CentOS 5, voilà, ça va être très dur de trouver une VM de ce type sur le cloud. Au final, comme vous imaginez, comme la migration est toujours pas finie, le budget a forcément explosé. Il n'y a pas eu de planification du coût d'exploitation, donc ils se sont retrouvés à découvrir le coût au fur et à mesure de la migration et de voir que à la fin, chaque fois qu'ils migraient une application, le coût se retrouvait encore plus augmenté dans le cloud et de façon significative. Mais comment tu l'expliques ça? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas anticipé le fait que cette migration allait occasionner des coûts. Exactement, ils n'ont pas forcément anticipé ni planifié à proprement parler comment ils allaient migrer chacun des services. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le service, ils l'ont mis sur une VM dans le cloud. Donc ils ont pris tout leur data center dans l'idée et ils l'ont déplacé tout simplement dans le cloud bêtement en disant on prend que plein de machines dans le cloud pour reproduire notre data center. C'est-à-dire que là on est dans un environnement où ils utilisent finalement l'espace un peu ce qu'on disait tout à l'heure, l'espace de stockage ou ce qui est mis à disposition sur le cloud sans tenir compte finalement des services. Exactement. Exactement. Donc ils n'ont pas regardé, il y a des services qui vont qui sont peut-être pas exactement ISO comme ils ont, mais qui permettent d'offrir d'autres avantages. Et au final, ils n'en ont pas tiré, par exemple. Ils n'en ont pas tiré parti. D'accord. Donc dans ce contexte, ce qu'on peut retenir... J'avais aussi autre chose. C'est très important ce que tu dis sur les dépendances, je pense. C'est vrai qu'on a un peu tendance à négliger le fait qu'on ne migre pas une appli, mais on migre au fait un écosystème. Tout à fait. Tout à fait. Et tu le disais toi-même, c'est qu'une appli peut être effectivement liée à une base de données ou liée peut-être à des API ou liée à d'autres. Exactement, d'autres applications, par exemple. Et donc cette migration ne peut pas se faire tant que ces dépendances ne sont pas recréées dans l'environnement cible. On va dire qu'elle peut, mais ça va être ralenti parce que généralement, par exemple, la plupart des contraintes qu'on a eues de notre côté, qu'on a rencontrées auprès des DSI, ça va être au niveau sécurité, on ne veut pas qu'il y ait des appels du cloud vers le data center, mais seulement du data center vers le cloud. Donc déjà, si on prend le cas on a migré la base dans le cloud et on a migré l'application dans le cloud et la base de données reste dans le data center, on est déjà dans le cas où la sécurité ne voulait pas que ça se produise. Donc ça veut dire qu'il faut ouvrir des ports, ça veut dire qu'il faut faire des compromis au niveau de la sécurité, etc. Ok, très clair. Donc voilà. Donc au final, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut noter comme
comme erreurs qui ont été commises, c'est principalement de dire je fais une migration en mode Big Bang, je veux tout migrer en une fois, rapidement, tout démarre en même temps. Le problème de ça, c'est que au final, ce qui en découle, c'est qu'on n'a pas fait d'analyse en amont, on n'a pas prévu, on n'a pas analysé vraiment finement quelles sont les dépendances entre les projets, quel est le projet qui doit être migré, quel est le service qui doit être migré d'abord. Donc on n'a pas on n'a aucune notion de priorisation. Et au final, comme on n'a pas analysé, on n'a également pas du tout calculé de budget d'exploitation post-migration. Donc au final, on migre bêtement et on se retrouve à avoir un coût qu'on découvre au fur et à mesure qu'on déplace nos services dans le cloud. Autre chose aussi, parce que je suis en train de me dire, je ne t'ai pas posé la question, mille excuses. Oui. Qui a été responsable de cette migration chez ce client au YOLO? C'était la technique. C'était la DSI qui souhaitait migrer tout rapidement. D'accord. Et voilà, donc au final, c'était juste un souhait mais bon, ça pouvait être un souhait qui aurait pu être organisé et fait un peu plus lentement, mais au final plus cohérent et plus réaliste. Au final, non, ça a été un souhait en mode, on veut faire tout ça d'un coup, les équipes go, et voilà, c'est ce qui en résulte, malheureusement. Ce qui est important, on sous-estime souvent, c'est justement de pas impliquer le business, de pas impliquer le métier dans les migrations. On se retrouve généralement à découvrir des besoins métiers en plein milieu de migration. Par exemple, on arrive, je prends un cas tout bête, mais voilà, on arrive, c'est le Black Friday. On est en train de migrer l'application de site d'e-commerce pendant le Black Friday. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est pas forcément adéquate, mais voilà, c'est pour ça que généralement nous on conseille de voir quand même avec le métier un minimum pour comprendre un peu quelles sont les deadlines, quelles sont les contraintes qu'ils ont, et que la technique au final doit respecter. Ok. Autre constat à l'inverse, c'est qu'on se dit pour pouvoir réussir avec ce qui s'est passé chez ce client YOLO, au final, qu'est-ce qu'on en sort, c'est que il faut pas hésiter à faire appel à des experts ou des spécialistes pour aider, pour aiguiller. Ça permet de mieux comprendre vers là où on va, et surtout de mieux planifier comment on va le coût vers là où on va et le coût post, donc le coût d'exploitation après la migration. Surtout avoir un planning cohérent et réaliste. Donc ça sert à rien de dire on va comprimer la phase de migration parce que on va faire juste migrer de la data bêtement ou je ne sais quoi. Il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui va se passer, quels sont les avantages et les inconvénients vers là où on va. Et si on n'est pas sûr, et c'est pour ça qu'on fait appel à des experts, c'est de pouvoir faire des POC. Donc pour vérifier que au final, l'architecture finale qui a été choisie pour l'application fonctionne, est cohérente, et il n'y aura pas de problème par rapport au périmètre initial de l'application. Donc il n'y aura pas de perte de fonctionnalité, il n'y aura pas de perte au niveau de la sécurité ou autre. Ok. Sur ce YOLO, encore je reviens dessus, est-ce qu'ils partent, tu l'as peut-être dit, mais sur quelle typologie de cloud? Alors ils sont partis sur du cloud public. D'accord. Et pour le coup, c'était du AWS. D'accord. Et ça, c'était une volonté dès le départ, ou est-ce que c'est lié aux typologies d'applications qu'ils voulaient migrer? Alors, là, pour le coup, c'était une volonté de la DSI. D'accord. Ok. Donc, la DSI qui avait décidé que ce serait, pour eux, le cloud, ce serait chez AWS. Et voilà. Donc, au final, c'était une des contraintes de migration, entre guillemets. D'accord. Donc voilà, dans l'idée, la plus globale, c'est surtout ne pas aller trop vite. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est ne pas aller trop vite. Il faut prendre le temps d'analyser avant de vraiment faire sa migration. Alors, c'est un peu paradoxal, cette phrase, puisque justement, la migration, c'est pour s'opérer sur du cloud, d'être plus agile, de pouvoir répondre aux contraintes, comme tu le disais tout à l'heure, de plusieurs clients, de nouveaux clients et d'une volumétrie plus importante. Donc, je pense que ça doit être contraignant de dire ça à des clients, de dire ne pas aller trop vite dans cette migration. Tout à fait.
Mais c'est aussi des arguments derrière. Exactement, exactement. Enfin, l'immigration est toujours délicate, elle est toujours spécifique au client. Donc quelque chose qui a marché chez un concurrent ou chez une autre société marchera pas forcément chez vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. C'est toujours spécifique à ce que vous avez dans votre parc. Et avant de se lancer, il vaut mieux toujours vérifier que tout est possible, que tout est prévu comme il faut, et savoir combien ça va coûter à la fin. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faut quand même une connaissance de tes outils, tes applications internes, avant tout avant de se lancer. D'accord. Et ce qui va, je pense, ressortir des autres expériences que tu vas nous montrer. Voilà, alors, il y avait une question de Sébastien C encore, oui. un peu pénible. Il disait, mais peut-être en reparlera après, mais comment migrer des outils ou des logiciels qui ne sont plus maintenus et ou supportés par leur éditeur? Alors il y a le choix. Donc bon, je vais en parler rapidement, mais il y a 2 des 6 R les 6 R sont un peu les façons de migrer, les typologies de migration qu'on peut avoir vers le cloud. Donc j'en reviendrai un peu plus tard plus en détail dessus, mais dans l'idée, il y en a 2 des 6 R qui peuvent correspondre, soit le retain, donc ça veut dire que l'application reste dans le data center actuel du client et ne bouge pas, soit retire, l'application est décommissionnée et on passe à autre chose. Ok. Selon le cas. Ou vraiment, je dirais un autre, mais le refactor, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut réécrire l'application complètement avec des nouvelles technos pour le passer dans le cloud, ou le réécrire complètement en mode cloud native pour profiter de toutes les briques du cloud. Parce que c'est finalement ce qui va ressortir de ce que tu vas nous dire, c'est faut pas hésiter à se dire aussi que peut-être une application n'est pas candidate du tout, à basculer sur le cloud. Tout à fait. Donc un client un peu, on va dire toujours aussi pressé, mais un peu plus stratégique dans son approche. On va l'appeler le client Smart, qui lui est un client du secteur du retail. Donc pareil, malheureusement, on est sous NDA, donc on ne peut pas vous dire qui c'est exactement. Il a dans son paysage un ERP dont il paye beaucoup en licence. Donc son objectif durant cette migration, c'est de remplacer cet ERP pour pouvoir justement retirer ses coûts de licence. Il ne souhaite pas migrer tout son SI d'un coup, donc il veut migrer service par service, il en a à peu près une dizaine. Et durant la migration, il veut profiter justement de cette migration pour améliorer son infrastructure. Chaque service ne peut prendre maximum que 3 ans à migrer, donc il y a quand même vraiment beaucoup de marge de manœuvre là-dessus. Ce client Smart a contacté Sedona pour qu'on puisse justement les conseiller et les accompagner sur comment planifier cette migration et comment vraiment prioriser les services selon leurs souhaits. Ce qu'il en est sorti, c'est qu'à la fin de cette mission de conseil, on a vu avec eux, en accord avec eux, au final, donc c'est d'avoir une migration en 5 phases sur 2 ans. Donc ça suffisait à migrer tous les 10 services, à remplacer complètement leur ERP et à améliorer en plus leur service au passage. D'accord. Et là, c'était conduit pareil par... Alors c'était conduit par la DSI. Et en face, donc voilà, donc ils ont fait appel à nous pour avoir plus de billes, pour mieux comprendre qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour remplacer leur ERP. Donc il y avait un contexte économique, c'est de se dire ils payent, je présume, des licences chaque année sûrement astronomiques. Mais au lieu de se dire on va tout basculer d'un coup, comme on l'a fait sur le client YOLO, c'était beaucoup plus séquencé. C'est ça. Et via ton intervention et tes équipes, tu as fait un planning vraiment avec des jalons spécifiques pour entamer cette migration. D'accord, ok. Donc dans le cas idéal de ce client-là, dans son souhait idéal, c'était que l'ERP soit la première brique à être migrée. Okay. Donc, par exemple, au niveau des contraintes de ce projet-là, enfin de cette intervention, on a vu que pour le client, son renouvellement de licence s'effectuait en février, chaque février de chaque année.
Donc ça veut dire que la migration le remplacement de leur ERP devait se faire avant février de l'année suivante qui arrivait. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de tout ça avec notre intervention? Au final, après 2 ans de migration, hein, tout s'est fini dans les temps. Donc, le client on a bien suivi le planning qu'on avait prévu avec le client. On n'a pas eu de problème de dépendance. Au final, comme on avait déjà planifié toutes les choses, comment les services allaient être migrés. Comme tout était planifié, il n'y a pas eu de dépassement, comme je vous dis, puisqu'on a fini dans les temps, donc le budget de migration était maîtrisé, il n'y a pas eu de surprise, d'inattendu. Les coûts d'exploitation, on les a déjà précalculés pour le client approximativement, mais ça donnait déjà une idée pour le client de prévoir les coûts d'exploitation, de prévoir dans leur budget ces coûts-là. Comment tu fais ça, Francis? Il y a des outils, il y a des... Alors, il y a des outils. Les cloud providers fournissent ce qu'ils appellent les calculators. Ça permet de calculer grossièrement combien ça va coûter. Donc, généralement, on utilise ça pour faire des calculs rapides. Mais par exemple, pour ce client-là, comme on savait quel service à peu près, quelle fonctionnalité de chaque service on allait utiliser, avec la volumétrie associée, on a pu à peu près calculer plus en détail combien ça allait être facturé. D'accord. Okay. Au passage, on a fait des améliorations techniques. Donc on a eu tout ce qui va être auto-scaling, on va avoir tout ce qui va être de la réplication automatique des données. Donc comme je disais, la base de données managée qui va être répliquée sur une autre zone géographique, par exemple. On avait un des monolithes qui a été splitté sous forme de plusieurs petites fonctions en mode serverless. Donc il y a eu quand même beaucoup d'améliorations qui ont été faites au passage. Et surtout ce qui a été fait pour que les équipes du client puissent prendre le relais et puissent mieux prendre en main le cloud. On a formé leurs équipes et on les a accompagnés durant toute la migration. Donc s'ils avaient des questions, s'ils avaient rencontré des problèmes, on était là aussi pour les aider, pour leur donner des explications sur pourquoi telle fonctionnalité ça ne marche pas comme ça, il faut le faire autrement ou autre chose. J'ai une question de Sylvie qui me dit que dans cette migration que tu évoques là, comment la partie licence a-t-elle pu être diminuée ou supprimée? Alors la partie licence, elle a été supprimée parce licence de l'ERP a été supprimée, puisqu'au final, l'ERP complet a été remplacé par quelque chose de tout nouveau. Donc ça a été un développement spécifique qui a été fait pour remplacer complètement l'ERP. Donc le ROI, c'est, je pense, la question sous-jacente de Sylvie, calculée assez vite, effectivement. Au niveau du ROI, je dirais ça sera certainement sur la deuxième année qu'on se retrouve, puisqu'au final, sur la première année, on va se retrouver avec le coût de développement de la solution de remplacement, et donc on va l'amortir sur la deuxième année. Okay. J'espère que j'ai répondu à la question je pense. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'il en est sorti de cette façon de faire. Donc le client il le considère comme étant un succès total. Voilà. On est d'accord. Ouais. Le client est très très content et en fait à partir de toutes ces expériences comme ça, c'est là où on a pu affiner et justement sortir une offre qui s'appelle Move to Cloud pour pouvoir aider les différents potentiels clients qu'on aurait pour migrer vers le cloud. Le constat, c'est que tous les clients qu'on a eus voulaient se lancer à tête, j'allais dire, perdue directement sur un projet de migration, sans véritablement anticiper les éventuels écueils à la fois techniques, fonctionnels, organisationnels qu'il pouvait y avoir. Donc, ce que tu proposes avec l'offre Move to Cloud, c'est plutôt déjà, avant de se lancer dans cette migration technique, c'est déjà de préparer cette migration. Tout à fait. Il y a des jalons que tu vas nous exposer tout de suite. Tout à fait. Dans l'idée, ce qu'on en a tiré de nos expériences chez Sedona, c'est que pour réussir une migration, il faut d'abord avoir des échanges avec aussi bien la DSI, je dirais la technique, que le métier. C'est très important de comprendre vraiment quelles sont les contraintes, quel est le budget alloué,
quelles sont les dépendances entre les services, quels sont les deadlines que les métiers ont pour pouvoir justement mieux cerner le périmètre. Ce qui va être important également, ça va être d'analyser l'existant, comment ça a été installé, quels sont les ports ouverts, quelles sont les interconnexions entre les services, quel est le protocole utilisé, etc. Et ensuite, ce qui va se passer quand on a à peu près cartographié toute l'infrastructure actuelle du client, c'est de définir pour chacun de ces services comment il va être migré. Donc c'est ces fameux 6R dont on va revenir juste après. Quand on a défini cette trajectoire de migration pour chacune des applications, on va pouvoir définir un planning global de migration et calculer des coûts d'exploitation pour chacun des services. Donc de dire, voilà, le service, il sera migré sous forme de lambda avec une base DynamoDB, telle volumétrie, ben voilà, ça coûtera à peu près tant par mois. On estime que ça coûtera à peu près tant par mois pour utiliser ce service. Okay. Et à la fin, ben, bien sûr, c'est de réaliser la migration des services selon le planning. Donc je vais revenir rapidement sur les 6R, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Mais les 6R, voilà, c'est les 6 modèles de migration, on va dire, les 6 trajectoires de migration possibles vers le cloud. Donc on va avoir du re-hosting, on va avoir du re-purchasing, du retire, re-platforming, refactoring et retaining. Donc re-hosting... excuse-moi, tu voulais dire quelque chose? Non, je dis, ces termes sont connus dans le monde de la migration cloud, hein, mais quelquefois, on s'en est aperçu, nous, lorsqu'on en parle avec nos clients, certains termes sont un peu différents. Donc, ça peut varier légèrement, mais l'idée est toujours là. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment des typologies, comme on le disait tout à l'heure, toutes les applications vont peut-être être transformés ou être ISO ou finalement ne pas participer à cette migration. Et c'est toute cette analyse que tu fais avec tes équipes dans l'offre Move to Cloud notamment. Tout à fait. Donc les 6R s'appliquent pour chacune des applications. Donc chacune des applications aura un R associé. C'est ça. D'accord. Alors, est-ce que j'ai besoin de... Alors, je vais peut-être pas expliquer, parce qu'au final, c'est écrit, mais... Mais ça veut dire que effectivement, on peut aussi dire à nos clients, sans aucun état d'âme, qu'une application devrait rester dans l'environnement où elle est actuellement. Elle ne bénéficiera de rien de basculer sur le cloud, ou au contraire des coûts supplémentaires. Exactement. Et de dire également par la même occasion qu'il y a peut-être une application. D'ailleurs, c'est intéressant, on va s'apercevoir souvent que c'est une application qui est utilisée par 2 personnes au sein de l'organisation et qui nécessite encore moins d'être encore vivante, et donc d'en profiter aussi pour l'enlever et la décommissionner. Alors ça nous est arrivé durant une migration chez un client d'avoir la DSI qui nous dit, voilà, on a une application toute petite qui traîne dans un coin, mais il faut la migrer. Et au final, quand on discute avec le métier nous dit, en fait, ça sert à rien de la migrer, puisqu'au final, tout ce que fait l'application sera réintégré dans le CRM. Donc au final, l'application se retrouve en mode retire. C'est ça. Voilà. Okay. Donc ça nous est arrivé que le client, que le métier nous dise, voilà, c'est pas la peine de migrer ça, parce qu'au final, ça va être les fonctionnalités liées à cette application sont réintégrées ailleurs, par exemple. Okay. Donc voilà, donc sur l'offre pour Move to Cloud, on va avoir une approche relativement pragmatique qui va être faite en 4 phases. Donc on va avoir le lancement, la découverte, l'exploration et la restitution. Je le rappelle, ce qui est important sur cette offre Move to Cloud que Sedona propose, c'est que c'est une phase, concerne juste la phase en amont de la migration. Donc c'est vraiment toute la phase d'analyse avant d'effectuer la migration. Durant la phase de lancement, l'objectif, ça va être surtout de cadrer, de comprendre le périmètre de la migration que le client veut. Qui va être impliqué dedans, quelles sont les applications. On va essayer vraiment de comprendre un peu les contraintes, le budget général, etc. Donc ça, c'est la première phase, c'est toute simple, c'est vraiment juste de prendre connaissance. Dans ce que tu dis, c'est tout bête, hein, mais tu dis voir des acteurs, voir le sponsor,
en fait, on s'aperçoit que c'est un projet à part entière et que c'est nécessaire de leur côté d'avoir les bons acteurs pour pouvoir Tout à fait. avoir un succès total sur cette préparation de migration. Vaut mieux avoir en effet une team dédiée à la migration chez le client pour que cette personne-là soit notre SPOC, comme on le dit souvent, notre single point of contact, et que cette personne puisse justement ensuite contacter les autres teams ou valider avec les autres teams justement les choix qui ont été faits. Okay. Durant la phase suivante, la phase de découverte, on va faire beaucoup d'entretiens. Comme je vous disais, donc on va faire des entretiens aussi bien au niveau de la technique pour comprendre quelles sont les contraintes techniques qu'ils ont, comment l'application a été développée, d'où elle vient, comment elle fonctionne, qu'est-ce qui est important à connaître sur les applications, et on va également faire des entretiens métiers avec les gens du métier qui sont liés à l'application pour comprendre est-ce qu'ils ont des deadlines, des périodes où justement aucune modification ne doit être faite parce que le service doit être disponible, ou est-ce que par exemple avec le client Smart, l'application va se renouveler, enfin la licence de l'application va se renouveler en février, donc la migration doit se faire absolument avant février. Donc là, c'est important, on s'est aperçu, la cartographie exhaustive des applis, c'est quelque chose qui est très très important pour nos clients. On s'aperçoit qu'on fait finalement une carte d'identité très précise des applis. Exactement. Comment l'utiliser, sur quelle dépendance à la fois technique, fonctionnelle et même humaine, hein, puisque qui l'utilise, hein, c'est important. Et on a été surpris, toi comme moi, des fois, que le DSI découvre des applis. Exactement, ou des dépendances. Ou des dépendances avec d'autres applis. Donc, exactement. Ce qui explique qu'il faut nécessairement et obligatoirement passer par cette phase-là avant de se basculer et de s'apercevoir trop tard qu'on a migré que 80% finalement de l'application qui avait des dépendances de 20% avec une autre. Exactement, exactement. Donc voilà. Donc comme disait Rémi, donc cette cartographie, ça va être vraiment, on va définir telle application, c'est du Java, c'est du PHP, telle version. C'est installé en bare metal sur une machine de 8 CPU, 16 Go de RAM. Il y a besoin de tel port pour communiquer avec telle autre application avec un protocole REST, ou est-ce que c'est tel autre port mais protocole de communication propriétaire pour communiquer avec tel autre truc, etc. Donc on va vraiment lister toutes les interactions, toutes les choses qui sont liées vraiment à l'application même. Dans la phase suivante, on va proposer, on va faire beaucoup d'interactions, mais plus avec la partie technique du client. Donc chez le client, on va généralement discuter avec plutôt la DSI ou l'équipe de migration. Ce qu'on va leur proposer, c'est différentes trajectoires de migration pour chacune des applications. Donc on va proposer peut-être pour une application, on va proposer soit juste par exemple du replatforming, soit on va faire complètement du refactoring, soit on va dire on le retain dans le data center. Pour chacune de ces trajectoires, on va lui dire quels sont les avantages et les inconvénients, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que ça va enlever comme fonctionnalité ou comme on va dire fonctionnalité vraiment pas forcément interne mais vraiment technique. Et au final, ça va être le client de décider. Pour cette application, je préfère plutôt un replatforming parce que tel avantage technique ou tel avantage particulier nous fait que c'est plus intéressant pour nous de faire ça. Pour compléter ce que tu viens de dire, il y a même des sociétés externes, je ne savais pas, qui proposent des solutions, donc des outils techniques permettant de dessiner ces trajectoires et ces routes entre toutes les applications pour pouvoir voir à un moment donné justement s'il y a des routes qui se croisent, s'il y a des dépendances automatiques qui sont générées et associées. C'est des outils comme Dynatrace qu'on connaît tous derrière et qui font ce genre de choses. Oui. Et donc là, nous, on ne fait pas avec Dynatrace, mais voilà. C'est ce qu'on fait nos mimines à nous. Ouais. Exactement, on le fait avec nos mimines et c'est ce qu'on fait donc de cette trajectoire globale de migration et avec pour chacune des applications, quel avantage ça va apporter et quel inconvénient ça va apporter. Okay. À l'issue de cette phase, on va faire le planning global, estimer tous les coûts d'exploitation pour toutes les applications et on va justement le restituer au client pour qu'il puisse prendre connaissance et comprendre tout ce qui a été produit et fourni
pour qu'il puisse exécuter tout simplement sa migration. Alors là, la question qu'on va se poser, tu t'en doutes, c'est est-ce que dans cette partie-là, ou toutes les phases qu'on vient d'évoquer, on a déjà en tête, nous en tant qu'experts cloud, le type de cloud qu'on va proposer aux clients, ou est-ce qu'on reste un peu agnostique? Comment ça se passe? Alors, ça va dépendre. On a plusieurs choix. Donc généralement chez nous, comme je vous disais au tout début, c'est que on a des experts dans chacun des 3 clouds majeurs, des 3 clouds publics majeurs, donc chez AWS, chez Microsoft ou chez GCP. Pour ces 3 clouds-là, ça va dépendre de l'expert qui intervient, mais la plupart du temps, selon comment le parc du client, on va s'orienter plus ou moins vers un des clouds. Donc si on sait que ça va être principalement de la data, on va peut-être aller plutôt vers du GCP. Si on sait que ça va être le parc est constitué principalement de technologies Microsoft, on va plutôt essayer d'aller sur du Azure. D'accord. Sinon, on va aller sur du AWS. Et est-ce qu'il y a au moins une cartographie de notre côté de dire, par rapport aux services demandés par le client, il y a peut-être des services dans certains clouds qui sont plus accessibles ou plus adaptés par rapport à d'autres? C'est ça aussi notre... Oui, alors c'est ce que j'allais dire, c'est que... non, mais pas de souci. Tu anticipes ce que j'allais dire, mais des fois, alors on a plusieurs choses qui peuvent arriver, c'est que le client nous dise voilà, je sais que j'ai du .NET, etc., mais moi je veux aller sur GCP. Donc voilà, donc on y est forcé et on va avoir des fois où le client nous dit moi j'ai pas de cloud préféré, donc proposez-moi quelque chose et on peut leur proposer par exemple de faire de l'hybride, entre guillemets, donc de dire je suis en partie sur AWS, en partie sur GCP, et une autre partie c'est chez Azure, par exemple. D'accord. Okay. Donc, ça nous est arrivé, par exemple, de dire là sur un de nos clients plus orienté data, d'avoir une partie de la base côté AWS et l'outil d'exploitation BI côté GCP. D'accord. Ça nous est arrivé. Et là, par rapport à ce que tu indiquais, note de cadrage, c'est important de dire que tu donnes, en fait, on livre un document aux décideurs au niveau de l'entreprise qui va donner, comme tu l'as dit, tous les tenants et les aboutissants pour réussir une migration, mais surtout la partie coût, exploitation, organisationnelle, humaine, qu'est-ce que ça va provoquer aussi en interne chez eux. On a parlé très rapidement, mais de la conduite au changement aussi très important derrière. Et on est d'accord que ce document, quelque part, c'est un document de travail pour eux. Ils peuvent lancer la migration dès le lendemain ou l'étaler sur plusieurs années, mais au moins, ils ont effectivement ce recueil très important pour eux qui définit les trajectoires pour les prochains mois. Exactement. Okay. Exactement. Donc voilà, pour faire simple, qu'est-ce que l'offre Move to Cloud? L'offre Move to Cloud, c'est principalement un accompagnement avec nos experts cloud pour justement préparer une migration, donc cartographier toutes les applications du client, faire une planification globale de migration pour que le client comprenne quelle application sera migrée d'une certaine façon, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, combien de temps ça prendra, combien de gens il doit planifier dessus pour pouvoir le migrer selon le planning qui a été qui a été délivré, etc. D'accord. Et je le rappelle encore une fois, donc désolé d'insister dessus, mais voilà, ça c'est l'offre Move to Cloud, c'est vraiment la phase en amont de la migration. Donc peut également intervenir sur la migration même, mais voilà, c'est autre chose, ça fait pas partie de l'offre Move to Cloud. Pour nous, il faut le considérer comme une offre, mais aussi comme un projet à part entière, et d'ailleurs de plus en plus de clients le considèrent comme un projet à part entière. Avant de se lancer dans une migration, cette phase préparatoire est presque primordiale. Finalement, le temps ou l'investissement qu'ils vont passer sur ces migrations, c'est d'autant moins sur une migration qui échouerait ou serait à moitié complète. Tout à fait. Donc, les clients le prennent de plus en plus en compte. Alors, je vois qu'il y a des questions de Monsieur Christophe Le. D'accord. Combien y a-t-il de consultants dans le cloud chez Sedona? C'est une question piège de Christophe, ça. Alors, consultants cloud, on en a une bonne dizaine. C'est ça. Et la plupart commencent à se certifier fortement sur les différentes technologies, on l'a dit, sur les 3 types de cloud, AWS, Azure et GCP. C'est ça.
Voilà. L'objectif, c'est d'avoir ces expertises, effectivement, pour aussi driver un peu le travail préparatoire du Move to Cloud et pour accompagner et aider nos clients à aller sur la bonne peut-être décision, mais au moins avec les bonnes contraintes et les bonnes solutions. Exactement. C'est ça qui est important. Ok. Bah écoute, on va arriver à la conclusion parce qu'on est un peu en retard, Francis. Ah, d'accord. J'avoue, j'ai pas fait attention à l'heure. Non, mais on a 5-10 minutes. Juste peut-être à la conclusion, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mon cours, j'ai pas l'impression. Je vous pose une petite question sur le sondage qui est un peu annexe, mais c'est important aussi qu'on essaie de voir si la tenue de ce séminaire, ce webinaire à 9h30 est une bonne chose ou pas. Vous n'hésitez pas à nous donner votre avis aussi là-dessus. En conclusion, moi, ce que j'entends sur tout ce que tu nous as dit sur ces deux typologies de clients, un peu smart, un peu YOLO, comme tu aimes bien dire, c'est grosso modo qu'on doit se préparer avant tout avant de faire une migration, que le mode Big Bang ne marche jamais, et que on le voit aussi dans des très très grosses sociétés qui nous ont contactés dernièrement et qui nous ont dit on a fait une migration peut-être un peu rapidement, sans connaître les tenants et aboutissants, les contraintes associées à porter tel ou tel techno sur tel ou tel cloud X. On en revient, on est dépité parce qu'on a lancé beaucoup d'investissements et le coût d'exploitation est beaucoup plus long déjà plus long, mais plus coûteux que ce qu'on pensait. Et donc c'est vrai qu'ils reviennent beaucoup sur cette volonté de faire quelque chose de beaucoup plus structuré, avec des séquencements, des jalons, les 6 R, les trajectoires vont lui permettre de faire ça. Et donc nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que la migration ou la préparation, c'est pas que des facteurs techniques, c'est aussi beaucoup de facteurs humains. Il faut vraiment avoir l'adhésion de tout le monde pour faire cette migration. Quand je dis tout le monde, c'est la DSI, bien entendu, mais aussi les dirigeants, on l'a dit tout à l'heure, il y a une incompréhension des fois de ce que peut procurer le cloud ou alors ce qu'elle procure, mais sur plusieurs années. Exactement. Le facteur organisationnel, puisqu'on change aussi peut-être les mêmes moyens aussi de travailler en interne dans l'entreprise, d'intégrer très vite les métiers. Il n'y a rien de pire, comme tu l'as dit tout à l'heure, de mettre les métiers aux dernières news et dire que finalement on va migrer votre application sur laquelle vous travaillez à 24/24 dans 2 ans, sans tenir compte de toutes les contraintes que vous avez, vous, opérationnelles. Et puis, quelque chose qu'on a peut-être rapidement évoqué, mais c'est très important, c'est la partie sécurité, Francis. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ton client Smart, c'était aussi l'occasion pour eux de bâtir un socle. Je te laisse en parler. Oui, tout à fait. Donc, ce qui était intéressant avec ce client Smart, c'est que au final, durant notre intervention, on a eu des rencontres. Donc, on a fait donc, comme disait dans la phase d'exploration, donc on a préparé plusieurs trajectoires de migration, plusieurs architectures de migration vers lesquelles on pourrait aller. Et au final, tout ça a été fait en accord justement avec le pôle sécurité du client, donc qui nous a dit voilà, telle partie, bah ce service-là, j'en veux pas, je suis pas confiant de là-dessus. Remplacez-le moi par autre chose qui fait ça autrement ou autre. Donc on a eu vraiment ce qu'on propose à la fin de la migration qu'on propose à la fin de cet accompagnement, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment en accord avec les règles de sécurité du client. C'est pas selon nos règles à nous ou selon les règles de Google ou d'Amazon, mais vraiment avec les contraintes du client. C'est important. Voilà. C'est important aussi de dire que cette migration, qui peut-être est pas Big Bang, et tout d'un coup, a permis dans ce client Smart de bâtir déjà son socle. Oui. Et de construire finalement, en migrant petit à petit ses applications, de pouvoir adapter la sécurité au fil de l'eau, avec la granularité applicative, et puis d'avoir finalement à l'arrivée, dans 2-3 ans, comme tu le disais, avoir une fondation totale, sécurisée et aboutie de bout en bout. Oui. On a une dernière question, je crois, de Aderito P. D'accord. Je ne connais pas ce monsieur. Quels sont vos critères, conseils pour choisir le bon cloud public? Alors ça vient un peu après. C'est pas tout à fait encore dans la préparation, puisqu'on va faire en sorte qu'on ne va pas influer tout de suite. Je dirais que par défaut, on ne va pas forcément proposer un cloud particulier. D'accord. Si le client a choisi son cloud, on va s'y contraindre. Maintenant,
Je vais dire, ça va dépendre des appétences. Comme on le dit en fait au début, c'est ce qui est important, c'est de se faire accompagner c'est d'avoir des spécialistes, d'avoir des gens qui connaissent là où on veut aller. Donc, si je prends l'exemple du client Smart, donc lui, il avait des gens dans son équipe qui connaissaient AWS. Pas forcément super bien, mais qui connaissaient déjà un peu AWS, et c'est pour ça qu'ils ont choisi AWS. Je pense pas qu'il y ait de meilleurs clouds que l'un de l'autre, ou enfin ils sont tous similaires. Ils ont juste, voilà, 2-3 spécificités. Ça dépend vraiment de ce que l'on veut migrer. Je pense que dans le meilleur des cas, il faudrait être sur les 3. Ok. Dans le meilleur des cas, je pense. Si on veut profiter pour chacune des briques pleinement des possibilités, il faudrait être sur les 3. Ok. Très bien, écoute, on va arrêter là. Alors, je vais laisser exprès le sigle en haut, une personne n'a percuté, donc tant mieux. Le OTBQSSD, donc c'était un test pour voir. Bon, écoutez, on voulait tous vous remercier déjà pour votre participation, pour les échanges qu'il y a eu sur le chat, sur les réponses au sondage. Encore une fois, cet apérocode sera mis en replay assez rapidement sur notre chaîne YouTube. Avec toutes les autres apérocodes, IJOcode et InnoTime qu'on a évoqués tout à l'heure. Francis, je tenais bien sûr à te remercier pour la qualité de ta présentation et ton intervention. Et puis, comme je fais à chaque fois, je vais te laisser le mot de la fin pour dire au revoir à tout le monde. Et moi, je dis au revoir effectivement à toutes les personnes présentes ici même. Comme Rémi l'a dit, donc merci à vous d'être ici avec nous. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus sur notre offre, ou même qu'on vous aide sur certaines choses ou autres, n'hésitez pas à nous contacter. Donc aussi bien Rémi ou même tout le pôle architecture Sedona. Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, et puis on sera un plaisir de vous répondre. C'est ça. Et merci puis, à vous. Et à la fin de cet événement, vous aurez la page qui s'affichera correspondant à l'offre Move to Cloud. Merci Francis, merci à tous, passez une très belle journée et à bientôt pour un nouvel apérocode. Merci.